Leao du Milan AC est une immense fraude. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Si tu enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, je suis accompagné aujourd'hui d'Après Signaux. Salut mon copain. Salut mon copain. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'OM et plus précisément du cas de Leonardo Balerdi. Vous commencez à connaître maintenant le principe. Deux chroniqueurs s'affrontent pour répondre à la question suivante. Leonardo Balerdi est-il vraiment un boulet pour l'OM? Donc, je vais défendre la théorie du non, pendant qu'Après des signaux, toi, tu défendras la théorie du oui. On est toujours OK? Toujours. Allez, je te laisse débuter. C'est pour toi. Alors, Balerdi est-il un boulet à l'OM? Alors, pour moi, oui. Alors, je vais m'expliquer pourquoi. Parce que déjà, c'est vrai, on va pas se mentir, c'est un super joueur, 90% du temps. Il y a 10%, il a les fils qui se touchent, il est imprévisible, il est inanticipable. Comme dirait le plus grand penseur que la Terre ait créé pour moi, Coluche, Balerdi, il est capable du meilleur comme du pire, et c'est dans le pire qu'il est le meilleur. Et ça, je pense qu'on est d'accord. Balerdi, c'est 5 pénaux par saison minimum, c'est 3-4 rouges. C'est un mec, je ne sais pas si son problème c'est intellectuel. Enfin, à un moment, il y a quelque chose qui ne va pas dans le cerveau. Pour moi, c'est un petit peu comme moi, quand il est arrivé à l'OM, je me suis dit, c'est le dépannage, tu vois, c'est un petit peu comme, on va dire, ton plan cul, mais tu n'arrives jamais à t'en débarrasser. C'est-à-dire, ça perdure, ça continue. Le seul avantage qu'il a pour lui, ça fait 3 ans qu'il est à l'OM, c'est qu'il est argentin. Et ça, c'est un gros avantage pour moi parce que je me rappelle de joueurs comme Stéphane Sparagna, hein, qui n'ont pas eu autant de crédit, qui n'ont pas eu autant de matchs. Et est-ce qu'il était plus mauvais? Je ne sais pas. En tout cas, s'il sortait du centre de formation, peut-être que Balerdi n'aurait pas fait autant de matchs. Alors, apparemment, il fait des entraînements à la Franz Beckenbauer. Mais en match, pour moi, c'est plutôt Ronald Zubar. C'est un peu le même genre de gars, tu vois. C'est-à-dire que Ronald Zubar, il n'était pas si nul, hein, je te vois rigoler, mais il n'était pas si nul. Mais en fait, c'est des mecs qui sont malchanceux. C'est-à-dire que quand ils font l'erreur, boum, derrière, il y a but. Et ça, je suis d'accord. Il a ça, Balerdi. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il fait une connerie, c'est but et c'est repris, repris, retweeté. Donc, voilà. Moi, j'ai envie de dire, Balerdi, c'est comme Capri à l'OM. Pour moi, c'est fini. Voilà. OK. OK, non, ça s'entend et tu vas voir mon avis, moi, de mon côté. Il y a des endroits où je vais te rejoindre. Donc, vas-y, je te lance mon petit chrono moi aussi. Allez, c'est parti. Donc, pour être clair, pour défendre Balerdi, il faut du courage. Et je sais bien que mon avis C'est ne clair. sera pas forcément partagé ça va pas forcément, je vais pas avoir l'adhésion de tout le monde. Mais je suis prêt à relever le défi parce que pour moi, vraiment, c'est pas juste pour la posture, pour moi, c'est vraiment pas un boulet pour l'OM. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, je ne vais pas occulter les erreurs qui ont coûté cher. Je ne vais pas dire qu'il est fébrile par moment. Je ne vais pas non plus dire que c'est le meilleur défenseur de l'OM actuellement et depuis 3 ans. Mais entre le meilleur défenseur et le boulet de l'équipe, il y a quand même une petite nuance. Et j'ai quand même l'impression que la nuance et Balerdi, ça peut pas aller. En fait. Son cas au Vélodrome, c'est réglé depuis plusieurs mois. Il est régulièrement sifflé et c'est à chaque fois lui qui est responsable d'une défaite, d'une contre-performance ou d'une erreur de la défense en général. Mais par contre, je le sens pas plus affecté que ça par ce manque de confiance. Et j'ai pas l'impression non plus qu'il perde complètement ses moyens. Et jusqu'à présent, pas de casserole particulière avec les supporters. Il aurait pu vriller comme un Mali, mais il est resté, pour une fois, il est resté solide sur ses appuis. Alors après, il y a un dernier point quand même qui quand même est à soulever, c'est le discours des entraîneurs. Il y a eu Villas-Boas, il y a eu Sampaoli, il y a eu Tudor, et là maintenant il a Marcelino, et à chaque fois c'est la même. Il a joué avec les trois, et là Marcelino qui vient d'arriver a bien précisé qu'il comptait sur lui pour la saison à venir. Donc, encore une fois, pour un boulet de l'équipe, être défendu autant de fois par autant d'entraîneurs différents en aussi peu de temps, ça me paraît quand même un peu délicat. Donc, on va être clair, c'est pas un excellent défenseur. Il a encore beaucoup de défauts à gommer. Mais on parle d'un joueur de 24 ans qui a une mentalité quasi irréprochable,
depuis son arrivée et qui surtout a été défendu par tous les coachs un par un qu'il a pu avoir. Donc pour moi, on est loin du statut de Boulet qu'on lui colle depuis plusieurs mois. C'est plus un joueur qui va peut-être un jour éclater. Et est-ce que ça sera à l'OM? Ça, c'est la vraie question. Et à la limite, ça pourrait apporter du débat. Mais de le qualifier comme Boulet, non, pour moi, c'est trop excessif. Voilà pour moi. Ouais, écoute, j'ai écouté ce que tu as dit, mais il y a un truc sur lequel je reviens direct là, c'est les entraîneurs. C'est-à-dire que pour moi, les entraîneurs, c'est pas un vrai argument. Enfin, c'est un argument qui est un peu biaisé dans le sens où je pense que chaque entraîneur a envie, a la volonté. Ah, je te vois déjà dodeliner de la tête. Non, chaque entraîneur a envie de le mettre parce que justement, comme je t'ai dit, à l'entraînement, paraît-il, en tant qu'insider de l'OM. Non, il fait des gros entraînements et j'en suis persuadé d'ailleurs. Hein. Et donc, il voit le potentiel du mec. Apparemment, là, Marcelinho, ce qui se passe, c'est qu'encore une fois, il arrive, il a vu ses matchs, il veut le sortir du 11, il veut même le vendre. Hein. Et là, les quelques entraînements qu'il a fait, ben, il a envie de le remettre. Donc, je pense que c'est à celui qui arrivera à le faire péter, quoi. Il y a une question d'ego. Donc, je t'écoute sur ça, mais je pense vraiment, c'est la volonté. Tu as un mec qui a tout. Pour être footballeur pro, il a tout. Il est parfait sur le papier. T'as envie de. C'est dur de le vendre. Bah, en fait, c'est un peu ça. En fait, je te laissais terminer parce que pour moi, oui, évidemment qu'il y a peut-être une part d'ego de la part de tous ces entraîneurs successifs à vouloir essayer de le relancer, de le faire s'imposer. Et Ouais. que oui, pour moi, il y a sûrement, et c'est là on peut arriver à toucher sur le vrai cœur du débat, pour moi, oui, il y a un problème mental. Il a ce fameux problème mental, comme tu l'as dit très bien, capable pendant 80, voire même 85, voire 89 minutes d'être là. C'est ça. Et puis sur la dernière action, sur un geste anodin, eh ben, il va se mettre en difficulté, il va mettre en difficulté l'OM, et plein de fois, pareil, je ne l'oublie pas, ça a pu pénaliser l'OM. On se pose la question du QI foot. Moi, je me la pose. Parce que tu as des mecs. Alors, c'est moins. Je vais te prendre un exemple de Radonjic. Alors, c'est pas. C'est mec, à un moment, le cerveau, vraiment, j'ai l'impression qu'il pète. C'est-à-dire qu'ils sont sur concentration. Bah, c'est différent parce que c'est un mec qui joue devant. Mais tu comprends ce que je veux dire? Qu'il y a Non, un moment. je comprends la comparaison. Là où j'ai du mal, c'est que Radonjic, très vite, on va dire ses insuffisances, elles ont énervé le Vélodrome et il n'a pas eu la bonne attitude. Il a Oui, montré très il y a la souvent de l'énervement. nonchalance, il y a le. Et Mais lui, parce en que c'est fait, des profils offensifs. Si tu es nonchalant en peut-être. défense, regarde, c'est comme NJ, tout le monde se fout de sa gueule avec sa frappe, là, tu sais, là, qui va. Ah, Voilà. ouais. Mais NJ, il était capable, moi je l'ai vu de mes yeux, de faire des trucs extraordinaires à l'OM et aussi à Lyon d'ailleurs. Et si tu veux, je pense qu'il est plus rigoureux, il a une meilleure approche, comment on va dire, pro Balerdi parce qu'il joue derrière et c'est quasiment intrinsèque. Si tu fais des dingueries dans l'attitude derrière, tu as parlé d'Amavi très vite, tu sautes. Hein. Donc s'il avait ça, on n'en parlerait même pas. Je pense qu'il serait déjà Ah, bien sûr. Et fini. là, pour le coup, ça voudrait dire qu'il pourrait vraiment bien porter l'appellation de boulet. C'est-à-dire vraiment Oui. le mec qui t'amène à chaque fois vers le bas et qui te ramène vers le bas. Encore une fois, à plein d'endroits et à plusieurs reprises, il a eu ce rôle-là. Ah Malheureusement, oui. des buts, je pense à des matchs de Ligue des Champions où Oh, il laisse une ouais. distance de marquage trop énorme. Il laisse à d'autres endroits le fameux match contre Lens où il sait qui contre la balle d'Acosta. Bah, c'est lui et ça finit par tromper Je vais te Paul Lopez. parler, là, je vais te parler de quelque chose, c'est d'un ressenti, c'est du feeling. Tu regardes du foot depuis 25 ans, t'es pas serein, quoi. Tu te dis Non, non, quand est-ce. c'est vrai. Mais dis-moi la vérité, tu te dis pas quand est-ce qu'il va la faire, la connerie? Bah, alors, je suis d'accord avec toi. Franchement, j'ai la même sensation quand je le vois, comme on l'a dit, que ce soit à la 60e ou à la 90e ou même à la première minute de jeu. J'ai cette même sensation que, attention, il va peut-être dégoupiller, il va peut-être nous faire la connerie. Mais de l'autre, je lui vois aussi cette fameuse marge de progression. Et je me dis que ce joueur-là a la mentalité irréprochable et avec aussi une capacité peut-être, on va dire, de se remettre en question, eh ben, c'est pas impossible qu'avec le temps,
dans les prochains mois, dans les prochaines années, ce joueur-là, non pas devienne un top player et une référence à son poste, mais un joueur juste fiable. Un joueur fiable. Ce qu'il n'est pas. Tu vois, je défends que c'est pas un boulet, mais c'est pas un joueur fiable. Moi, je vais aller plus loin. C'est un serpent de mer. C'est-à-dire que s'il devient fiable, ça devient un super joueur. Mais il sera jamais fiable, donc ce sera jamais un bon joueur. Tu vois. Il peut pas être je te trouve définitif. Je te trouve définitif. Non, mais oui, d'accord. Mais pour moi, il peut pas. En fait, l'entre-deux, pour moi, c'est être mauvais. C'est-à-dire que si tu es bon 90% du temps, mais que tu coûtes un but, ben, au final, tu es avec les mauvais. Je vois pas un match de lui où il est propre. Il doit en avoir 2 par saison. Il est propre à 100%, quoi. Et ça, c'est pour un défenseur, pour moi, c'est pas possible. Ça pose question. Ça pose question. Et tout. Il me semble qu'il n'y a pas longtemps, tu m'as envoyé, pour les gens qui nous regardent, la masterclass. Ok, on n'est pas sur les mêmes joueurs de Cannavaro, mais ce que je veux dire, c'est que la rigueur, c'est des mecs comme ça. Enfin, pour moi, derrière, tu peux pas. Tu n'as pas le droit. C'est comme gardien. Tu n'as pas le droit de faire des conneries. C'est le désavantage du poste. Oui, mais après, si on va par là, tous les postes aussi sont cruciaux parce que si en même temps, tu es un piston droit dans un système à 3, bah, si en même temps, tu n'es pas présent offensivement et défensivement aussi, bah, ça va très vite se voir et tu vas mettre ton équipe en galère. Donc, tous les postes sont globalement aussi importants. Maintenant, là où je te rejoins, c'est qu'une erreur d'un piston droit ou d'un milieu récupérateur, elle peut ne pas forcément générer un but ou une occasion. Par contre… Et surtout, elle est moins visible. Toi, tu as l'œil d'un professionnel, mais tu parles d'un truc qui est très juste, c'est qu'il est devenu la tête de Turc. Pourquoi il devient la tête de Turc? Parce que les gens qui ne sont pas professionnels et qui n'ont pas un œil à viser, ils voient l'erreur cash, alors que nous, on voit, par exemple, sur le côté, Klose qui laisse que l'erreur de base est de Klose parce qu'il a laissé un marquage trop loin. C'est des choses qu'on voit, nous. Les gens, eux, ils voient directement le péno et le carton rouge. Tu comprends ce que je veux dire? Et ils viennent pas au début de l'action initialement. Parfois, il fait des erreurs qui ont été causées par une autre action initialement, et lui, il finit par la sanctionner complètement, mais à la base, il n'est pas fautif. Non, je suis d'accord. Ils retiennent l'erreur maximale. Parce que la distance de marquage… C'est le problème de ce poste-là qui exige une concentration maximale, à la différence, enfin peut-être un peu comme l'attaquant de pointe, qui va peut-être avoir 2 ou 3 situations dans le match vraiment importantes, et il va falloir être bon et décisif à ce moment-là. Donc lui, il n'a pas encore affiché ce niveau de performance-là pour répondre à cette exigence-là. Maintenant, j'ai l'impression quand même, peut-être te faire bondir, mais depuis qu'il est arrivé à l'OM, moi j'ai l'impression qu'il a progressé. Donc, est-ce que cette marge de progression… Ouais, toi, tu penses pas? Peut-être, mais après, si c'est pour derrière, si c'est sur une progression de ces 85% du temps, peut-être qu'il est meilleur quand il est arrivé à l'OM. Les 90% du temps, il n'était pas mauvais, voire bon. Il était en dessous. Maintenant, pour moi, il est peut-être meilleur 85% du temps, 90% du temps, mais il fait toujours ses conneries. Donc, non, mais ça c'est… ce que je veux dire? Je pense que ça va être forcément ce qui va nous diviser sur ce cas. C'est que pour toi, si je comprends bien, ces erreurs-là, c'est un peu rédhibitoire à ce niveau-là et à cet âge-là, malgré qu'il n'ait que… Ouais, en plus, il y a l'âge. Ça, tu fais bien de le dire, de rappeler qu'il a 24 ans, il a plus 17 ans. Non, ça c'est sûr, c'est évident. Et ça, je peux comprendre et ça peut aller dans ta théorie. Maintenant, moi, peut-être que je suis un peu plus indulgent, on va dire, sur le profil du garçon et sur ce qu'il pourrait encore gommer comme défaut ou comme manque au contact, par exemple, d'un Marcelino et d'un Mbemba peut-être dans la charnière centrale, vu qu'on risque de partir avec l'OM qui va jouer avec une défense à 4. Et là, peut-être que Balerdi et Mbemba, ça peut enfin l'installer définitivement avec un mec sûr, parce que là, pour le coup, Mbemba, ça reste un défenseur sûr qui a une certaine expérience en plus. Donc, peut-être aussi que là, de l'installer définitivement là, parce que sinon, c'est quoi? Ça va être Gigot. Gigot, il s'impose véritablement devant Balerdi ou il y a quand même débat? Pour moi, il y a débat. Hein. Eh ben, quoi, qu'est-ce que tu as contre Gigot? Gigot, il t'arrive à l'OM. Moi, le premier, les premiers matchs, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Le mec, il dégageait en touche. Il me semble que je t'avais appelé, je t'avais dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce mec? J'ai très peur. Et au final, il est colosse au pied d'argile.
Donc la question que je me pose, c'est physiquement, il a quand même s'il va au combat, il a quand même eu beaucoup de blessures. Mais en revanche, en termes de niveau, à part, il a sombré comme tout le monde sur certains matchs de Ligue des Champions. Mais sinon, en Ligue 1, il m'a impressionné, hein. Enfin, en fait, je m'y attendais pas. Donc, Voilà. pour moi, Gigo Balerdi, pour moi, j'ai même. Allez, on va aller loin. On va dire, Balerdi, il fait plus de dingueries. D'accord? Il dégage plus en touche, il se met plus un CSC en lucarne. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que Gigo, il est vraiment en dessous de Balerdi? Gigot, excuse-moi, les fils qui se touchent, je l'ai vu aussi. Hein. Dans le tac contre Neymar? Principalement. À quoi ça sert d'aller faire un tacle comme ça? Ça, c'est de la Non. surstimulation à cause du fait que c'est sa première saison, qu'il est de là-bas et qu'il veut trop montrer. Et qu'il veut. D'accord, Il en fait trop. Sauf que ce fameux côté, il en fait trop, moi, ça me marque aussi comme pas forcément quelqu'un de fiable. Donc, c'est ce qu'on reproche généralement à Balerdi. Donc, ok. Ouais, mais il a été plus régulier quand même, hein. Et il a été plus régulier. Non. Moi, là où je veux t'amener, c'est pour te dire qu'entre Gigot et Balerdi, il n'y a pas non plus un gap énorme entre les deux. Et que justement, dans l'esprit peut-être de Marcelino, on va peut-être partir comme Mbemba véritablement plus comme un titulaire indiscutable. Par contre, pour le deuxième à l'accompagner, encore une fois, je ne pense pas que Balerdi parte avec une longueur de retard sur Gigot, que ça soit sur la saison ou le profil ou l'expérience. Excuse-moi, Gigot ne s'impose pas forcément. Donc pour moi, il est sous Ah, contrat. Déjà, il a qu'une saison. Il a qu'une saison et tous les observateurs s'accordent à dire que franchement, on l'attendait pas à ce niveau. Oui, mais on l'attendait pas à ce niveau et pouvoir enquiller avec la pression d'être titulaire à l'OM, je suis Mais il n'était désolé. pas titulaire là quand il n'était pas blessé, il était titulaire à la fin. Il était titulaire et on peut dire que la saison de l'OM défensivement, ça a été une masterclass toute l'année. Je pense pas en fait. Je pense encore une fois que Gigot. Après, pourquoi on ne recruterait pas? Parce que oui, on a déjà des problèmes de latéraux. C'est pas l'ordre du jour. Parce que pour Ouais, l'instant, ouais, c'est pas il y a l'ordre pas du de jour. problème. C'est que Il y a tellement de chantiers déjà. Là, aujourd'hui, à l'OM, tu n'as qu'un latéral de métier quand même, hein. donc c'est Donc bien là, pour dans ça. C'est que dans la conjoncture du mercato, il risque pas forcément d'y avoir un nouveau défenseur central qui arrive. Donc, vu que Marcelino compte véritablement sur Balerdi, je suis désolé, mais il va postuler pour une place de titulaire. Et donc, le fameux statut de boulet qu'on lui colle, il va falloir peut-être que les supporters marseillais s'y fassent une bonne fois pour toutes. Mais Balerdi, il va rester la saison qui arrive. Et il y a de fortes chances qu'on le revoie, que ça soit en Coupe d'Europe ou en championnat, pas comme un joueur une fois de temps en temps, mais comme une vraie base. C'est pas assez. on n'a qu'à prendre les paris, hein. Moi, je pense que ce sera Gigot le titulaire et que Balerdi, il va très vite sauter et que la saison prochaine, il n'est plus là. Enfin, à part si on change de coach. Tu sais quoi, c'est parfait, ça nous fera un nouveau débat. Donc on a déjà trouvé là en direct. Je pense qu'on peut pas, peut pas mieux faire. Et en guise de conclusion, voilà, ça laisse les auditeurs et les téléspectateurs véritablement choisir leur camp. Est-ce qu'en gros, on lui laisse encore une dernière chance avec Marcelino, ou est-ce qu'on le condamne dès maintenant et on essaye de lui faire ses bagages? Ouais, parce qu'il a une valeur marchande quand même, hein. C'est un mec qu'on a acheté 11 en négociant. Je sais pas combien il va. Après, on vend tellement mal que j'en sais rien, mais à 10 millions, je le vends tous les jours. Ce paramètre-là aussi, forcément, je pense qu'il joue aussi dans le traitement de Balerdi. On n'a pas souligné pendant le débat, mais forcément, son prix d'achat et la fameuse cote marge de progression, on en a parlé un tout petit peu, mais ces fameux paramètres-là, c'est peut-être aussi ce qui fait que les entraîneurs le mettent, parce qu'il y a peut-être pression aussi de Longoria avec. Bien sûr, ça, t'en as pas parlé. C'est exactement ça, c'est bien. Bon, tu donnes de l'eau à mon moulin. Bon, on prend les rendez-vous, hein. On prend les rendez-vous et on verra bien qui, à la fin de saison, aura joué le plus entre le fameux Samuel Gigot et le boulet proclamé par les supporters. Jean-François Balère. Allez. Jean-François Balère. Bon, je te remercie après les signaux pour ce petit débat. C'était encore un plaisir. C'est un plaisir comme d'habitude. Pour moi aussi. Et puis pour nous, c'est la fin de cet épisode de Ses Copains. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, liker, réagir, partager, tout ce que vous pouvez faire pour la chaîne. Nous, on continue et on est ouvert tout l'été.
Ciao les copains. Salut, copains, ciao, ciao. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. À son prime, je te confirme que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit de ouf. C'était pas partie des meilleurs du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. FC, copain.